Et peut-être un mot, ceux qui ne sont pas contraints par la logistique du bus en raison de train, etc., prenez votre temps. Il fait beau, il y aura des paniers repas, on va rester ensemble, donc voilà, aucun problème. Je vais inviter tout de suite les représentants donc de la première table ronde, qui va traiter de la question des instruments financiers pour accélérer le rythme des rénovations énergétiques dans les bâtiments. Les trois intervenants sont Patrick François, directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, je vous en prie, installez-vous. Alors, où vous voulez. Bruno Flochon, chef préfigurateur du service de la transition énergétique pour la région Grand Est. Et puis Andreas Rudinger, qui est consultant indépendant et chercheur associé à l'IDRI, qui a travaillé notamment sur les questions du modèle allemand, du modèle français, et une comparaison sur ces éléments-là. Quelques éléments de cadrage, vous le savez certainement, mais le secteur du bâtiment est un secteur très consommateur d'énergie. 40% des consommations d'énergie viennent du bâtiment. On posait des objectifs très ambitieux de rénovation du parc. Et dernièrement, ça se formule sous la forme de 500 000 rénovations à faire par an, idéalement de manière très performante. Pour que ce soit fait de manière qualitative et quantitative, ça demande une accélération du rythme par rapport au constat de ce qui se fait aujourd'hui et un approfondissement des travaux par rapport à la question du bouquet de travaux et la performance globale à laquelle on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, sur ces questions-là, trois grands piliers. La mobilisation des habitants et des propriétaires est évidemment une chose cruciale, la mobilisation des artisans et leur formation, leur accompagnement aussi, mais la question des instruments financiers pour faciliter la rénovation est évidemment cruciale, et c'est ce qu'on va aborder dans cette table ronde. La Caisse des dépôts et consignations est évidemment un acteur financier qui est positionné sur les questions financières, ça va de soi. Mais quand on a échangé de manière préparatoire, c'est vrai que la table ronde, vous pouvez vous attendre à ce qu'on traite majoritairement du parc privé, mais le parc public est significatif, de même que le parc tertiaire. Donc la Caisse des dépôts, aujourd'hui, quelles sont ses interventions? Elles sont plutôt sur la partie publique, et je pense que dans la mesure où on est face à une salle d'élus, vos capacités d'intervention, vos mécanismes peuvent susciter un intérêt notable. Dites-nous un peu plus en quoi consistent ces mécanismes. Merci à vous d'avoir pensé à nous inviter à cette table ronde. Ça ne marche pas. On va tenter le rouge. Je vous apporte tout d'abord le salut des équipes de la Caisse des dépôts, de l'établissement public, mais également du groupe Caisse des dépôts, qui est une puissante, très puissante institution financière. Mais vous connaissez, cher Andreas, vous avez à peu près l'équivalent, je crois, en Allemagne. Et la Caisse des dépôts, c'est une maison qui existe depuis 200 ans. Nous célébrons notre 200e anniversaire cette année. Et depuis 200 ans, nous accompagnons le territoire, le pays, la nation, dans les transformations qu'elle a à subir. Et aujourd'hui, incontestablement, la mutation vers la transition, ce que l'on appelle la transition énergétique écologique, est un des axes les plus forts qui structure l'intervention de la Caisse des dépôts. Nous accompagnons la mutation économique, la mutation du numérique, la mutation des territoires. Et si vous êtes nombreux à être des élus, vous devez le savoir, nous vous accompagnons en tant que collectivité. Hier, j'étais à l'ARF, c'est pour ça que j'ai aussi des petites cernes, parce que les séquences hors congrès sont toujours des moments d'échange importants. Mais nous accompagnons également les départements, les communautés de communes qui deviennent des grands partenaires. Et je souhaite vraiment qu'on pousse les feux très très fortement vers la granulométrie fine. Alors c'était difficile avec 36 000 communes, c'est beaucoup plus facile avec 1200 ou 2500 pour l'instant intercommunalités avec lesquelles on peut dialoguer, entrer en projet et déployer notre ingénierie, nos outils de financement, notre capacité d'investissement. Donc, effectivement, vous l'avez dit, nous n'intervenons pas, ce sera peut-être un petit peu un sujet de débat tout à l'heure, nous n'intervenons pas encore sur le financement de l'efficience ou l'accompagnement de l'efficience énergétique dans l'habitat diffus privé
parce que ce n'est pas par manque de volonté politique d'être présent sur ce secteur, mais c'est un sujet extrêmement complexe et qui nécessite que nous parvenions à verrouiller complètement le dispositif d'ordre juridique. Et nous avons des débats aujourd'hui avec nos partenaires, avec la région en particulier, sur cette question. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc vous souhaitiez savoir ce que la Caisse des dépôts fait. La Caisse des dépôts, on a fait donc l'axe de la transition écologique et économique, un axe totalement structurant, déterminant, surdéterminant même, de notre intervention. Donc on le voit sous l'angle social, on le voit sous l'angle économique également. C'est une occasion pour nous d'aller pousser la structuration d'un secteur, d'un artisanat, d'une production industrielle peu délocalisable sur le territoire national. Donc on le voit également, on en voit les opportunités. On le voit bien sûr sous l'angle du changement climatique, de l'efficience énergétique et de ses conséquences économiques pour le bilan énergétique de nos bâtiments publics, bien sûr, mais on le voit également sous l'angle économique. Donc la Caisse des dépôts, elle a été accompagnée beaucoup puissamment l'État au moment de la préparation de la COP21. Nous étions précédemment engagés, mais depuis la COP21, je vous dis, c'est totalement structurant, ça surdétermine nos interventions. C'est ainsi que le directeur général de la Caisse des dépôts s'est engagé au moment de la COP21, tout d'abord à mobiliser toute la communauté financière internationale. Nous avons réuni par exemple la KfW et bien d'autres grands outils d'intervention économique et financière à l'échelle internationale, et de manière à avoir une COP21 des institutions financières mondiales. Et à l'issue de cette COP21, c'est Finance Day, la Caisse des dépôts s'est personnellement engagée à verdir complètement son portefeuille, qui est un portefeuille d'actifs en gestion de plusieurs centaines de milliards d'euros. C'est le patrimoine de la nation. La Caisse des dépôts, vous savez, c'est une institution publique, ça vous appartient. Et c'est sous le contrôle du Parlement et non pas du gouvernement ou du président de la République. C'est vraiment un outil de la nation. Et donc, nous nous sommes engagés à intégralement verdir l'ensemble de notre patrimoine en gestion qui représente des milliards d'euros. Nous nous sommes engagés également à mobiliser 15 milliards d'euros sur l'accompagnement de la transition énergétique et notamment de la déficience énergétique des bâtiments publics. C'est là où on sait faire, c'est là où on a des partenaires constitués avec lesquels on peut dialoguer facilement. C'est les grands OLS, des grands réseaux de production de logements social. 15 milliards sur 3 ans. Et nous avons d'ores et déjà engagé à la fin de 2016 7 milliards et demi. C'est vous dire l'importance de notre mobilisation et de l'engagement financier. Nous mobilisons et l'établissement public Caisse des dépôts, mais toutes les filiales de la Caisse des dépôts. Par exemple, la Banque publique d'investissement, c'est notre première filiale. Eh bien, cette filiale qui intervient donc dans le financement du haut de bilan des entreprises, dans la garantie, dans le prêt aux entreprises, partout sur le territoire national, aujourd'hui, elle intervient avec comme curseur, bien sûr, le développement durable. Donc on ne verra pas, ou si on le voit, il faut nous signaler tout de suite, on ne verra pas la BPI, la Banque publique d'investissement, aujourd'hui investir dans quelque chose qui aurait des conséquences néfastes sur l'environnement. Nous avons également le premier logeur de France, la SNI, Société nationale immobilière, qui a 1 200 000 logements, et c'était également un engagement qui maintenant structure complètement son intervention. Donc nous sommes présents sur la construction, et pardonnez-moi, je regarde un peu mes notes parce que je ne suis pas un grand spécialiste de la question, je suis directeur régional du Grand Est. Nous intervenons sur les projets de construction en termes d'efficience énergétique, mais également de réhabilitation, je répète, des bâtiments publics, du logement
sociales et également des bâtiments industriels. Nous intervenons sur la structuration des écoquartiers. À Strasbourg, par exemple, nous avons un écoquartier qui se développe. À Esch-Belleval, près de Luxembourg, nous avons, mais du côté français, nous avons un écoquartier qui se développe et nous intervenons là avec vraiment en poussant les feux du financement et de l'investissement le plus vert possible. Nous intervenons sur la rénovation énergétique du parc privé, c'est-à-dire que nous commençons à dialoguer avec des gens comme Octave à la région. Et vraiment, j'insiste, ça fait plusieurs fois que je fais allusion dans cette courte intervention, j'insiste, c'est mon souci, vraiment ma volonté personnelle, c'est qu'au-delà de l'intervention sur le secteur public, qui est facile parce que c'est des grands comptes, il faut qu'on arrive à taper dans le plus difficile, c'est-à-dire le diffus, le privé, nos concitoyens, l'efficience énergétique, la conséquence sur la précarité énergétique, etc. Mais il faut qu'on arrive à caler complètement le dispositif, avoir un dispositif qui ne soit pas catastrophique à la fin pour nos concitoyens. Voilà ce que je peux dire. Et puis pour terminer... Vous n'avez pas évoqué l'éco-prêt à tous. Alors, vous voulez m'amener... Voilà. Je termine simplement avec les instruments, puisque vous avez fait allusion aux instruments. Donc sur le logement locatif, sur l'habitat spécifique, nous avons bâti des outils financiers adaptés, les plus adaptés. Nous faisons un éco-prêt taux zéro sur 15 ans. Nous faisons des prêts taux zéro également, des prêts bonifiés qui reviennent à des prêts taux zéro actuellement, bonifiés de 0,75. Donc c'est la commission que nous servons à nos concitoyens, que nous prenons à notre charge, ce qui fait que ce sont des prêts à 0% aujourd'hui sur 15 ans en éco-prêt et en prêt anti-amiante. Nous intervenons sur les territoires énergie positive. Nous avons signé une convention avec l'État. Nous avons mobilisé 750 millions sur 3 ans pour intervenir auprès de tous les territoires à énergie positive, croissance verte et les doter au minimum de 500 000 euros pour démarrer leur projet. Ensuite, nous les accompagnons en ingénierie pour les aider à structurer leur projet et éventuellement, nous les accompagnerons en financement, voire en investissement. Et puis, nous avons deux prêts performance énergétique qu'il faut que vous connaissiez. Je pense que vous les connaissez puisque vous êtes des élus. C'est le prêt croissance verte, qui est un prêt qui nous permet qui est un prêt donc à 0,75, livret A plus 0,75, c'est-à-dire 1,50% sur 20 à 40 ans. 20 à 40 ans, on est les seuls à pouvoir, dans la communauté financière par rapport aux banques, à pouvoir livrer des prêts sur une aussi longue durée, donc 20 à 40 ans, 1,50 pour la construction énergie positive et pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et puis, depuis le début de l'année, nous avons mis en œuvre un prêt croissance verte 0% sur 20 ans, qui peut couvrir la totalité, 100% du besoin d'emprunt pour les collectivités territoriales. Vous êtes des élus, c'est important que vous le sachiez, pour des collectivités territoriales qui s'engageraient sur leur budget d'investissement de 2016 ou de 2017, c'est très court, qui s'engageraient à rentrer dans une campagne d'amélioration de l'efficience énergétique des bâtiments publics de leur collectivité. Donc prêt à 0% sur 20 ans, 100% du besoin de financement mobilisé. Et puis... vous gardez quelques points pour la suite ou, je termine, dites-nous rapidement. Je termine. On fait quelque chose qui est très bien, qui nous vient d'Allemagne d'ailleurs, c'est Lean Tracting. On en a parlé mercredi. Vous en avez parlé ? Eh bien, nous aussi, on y est, dans Lean Tracting. On y est même dans l'Est maintenant, aujourd'hui. Et on mène une première intervention en matière de Lean Tracting sur les universités de Reims. Nous espérons pouvoir intervenir sur Strasbourg et sur Mulhouse dans les prochaines semaines. Et nous lançons donc un grand appel à manifestation d'intérêt auprès d'une cinquantaine de collectivités territoriales de 10 000 à 100 000 habitants que nous allons sélectionner au cours du mois d'octobre et que nous accompagnerons ensuite dans la structuration
technique et dans la structuration juridique de leur projet. Et ensuite, nous serons prêteurs si les collectivités mènent elles-mêmes leur projet, donc en maîtrise d'ouvrage directe. Mais nous pourrons également être investisseurs. Nous pourrons rentrer dans des SEM, dans des CEMOP, ou dans des contrats de performance énergétique. Et la Caisse des dépôts pourrait être un actionnaire de la structure de portage du projet. Voilà. Donc du prêt, de l'ingénierie, c'est très important, le plus amont possible, et de l'investissement. Voilà, en quelques mots, l'intervention de la On Caisse n'a des pas dépôts. résumé l'activité de la Caisse des dépôts, mais Oh là là. voilà, quelques éléments Si vous voulez, je essentiels. continue. Merci, merci. Vous avez tendu la perche finalement à Bruno Flochon, représentant de la région Grand Est aujourd'hui. La région a été confortée dans son rôle de chef de file de la transition énergétique dans le cadre de la récente loi du même nom, de transition énergétique. Donc elle a toute légitimité effectivement à investir ce champ relativement encore à investir de la rénovation du logement privé. Et la région Grand Est, à ce titre-là, a un dispositif qui est assez pilote encore aujourd'hui en France. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands éléments sous l'angle financier ? Oui, alors c'est vrai qu'on a une antériorité assez importante depuis 10 ans de travailler sur l'efficacité énergétique des bâtiments en partenariat avec l'ADEME. Donc évidemment, on a commencé sur les bâtiments publics. C'est là où les interlocuteurs naturels de la région avec les collectivités, où il y avait des effets de levier, une dynamique la plus rapide possible. Et de façon expérimentale, on a tenté, et c'était en partenariat avec le groupe EDF, de toucher les maisons individuelles, sachant que les enjeux, alors déjà rien que sur le territoire de l'Alsace, sur les 500 000 maisons à rénover d'ici les échéances de 2050, pour arriver au facteur 4, ça représente 10 000 maisons individuelles à rénover par an. Donc il y a 2 départements en Alsace, je rappelle pour ceux qui ne sont pas d'ici. Donc ça fait quand même un parc tout à fait considérable à rénover et à rénover de façon performante. Donc on va dire, il faut qu'en moyenne, ce parc atteigne le niveau BBC. Donc il fallait d'abord démontrer la faisabilité. Donc l'intérêt de ces opérations, d'abord 50 chantiers pionniers, puis je rénove BBC, ça a été de montrer que oui, c'est possible de rénover n'importe quel type de maison individuelle. Évidemment pas avec les mêmes solutions techniques, mais en tout cas, même une maison à colombage, évidemment qu'on ne va pas l'isoler par l'extérieur, on va l'isoler par l'intérieur, mais c'est possible, avec des points d'attention qui ont permis de faire monter en compétence les professionnels du bâtiment. Et donc voilà, il y a une dynamique qui s'est mise en place. Et pour l'accompagner, des moyens financiers importants. C'était 1 million par an qui ont été mis sur la table pendant 5 ans pour subventionner et accompagner ces travaux. L'inconvénient, évidemment, d'une dynamique, on a fait 500 rénovations, on a dit qu'il en faut 10 000 par an, ce n'est pas le budget de la région, même s'il était consacré entièrement, qui pourrait suffire pour cette démarche. Donc il y avait un besoin, d'une part, de sortir de la logique de subvention. Ça, c'est une première problématique qui touche directement la question financière. Et puis on s'est aperçu que malgré cet appui important, l'engouement des particuliers n'était pas massif, il fallait quand même aller les chercher pour arriver à faire une centaine de projets par an. Donc il fallait trouver quels étaient vraiment les freins. Donc il y avait des freins bien sûr en termes de confiance. Aujourd'hui on est dans un marché extrêmement abondant avec des messages dans tous les sens. Donc il fallait leur donner la confiance et donc se positionner en tant que service public, en tout cas de donner une caution. Et c'est bien là l'intérêt, bien sûr qu'il y ait une intervention de la région et de l'ADEME, mais que les collectivités locales soient les partenaires privilégiés de ce dispositif et qu'elles soient le porteur des plateformes. Il fallait aussi continuer à améliorer du côté de l'offre technique des artisans et des entreprises. Certaines s'y sont mis, mais certainement pas en nombre suffisant. Et puis, il y avait encore des failles, et notamment des travaux à faire sur la bonne coordination des corps de métier et sur le pilotage des travaux. Et enfin, sur la question du financement. Et sur la question du financement, on a été évidemment, naturellement, se tourner vers les banques pour essayer de comprendre, d'une part, déjà pourquoi des outils financiers existants mis en place sur le plan national, comme l'éco-PTZ pour la rénovation, comme toutes les aides disponibles, n'étaient pas forcément mobilisés et pourquoi les banques n'y allaient pas. Donc on a eu des échanges très, très cordiaux qui ont été entamés. C'était en 2011 qu'on a commencé à mettre tout ça sur la table.
Et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment des obstacles très importants et que les dispositifs avaient fait un petit peu un mélange des genres entre ce qui est le métier de la banque, de regarder financièrement dans une logique je peux prêter ou je ne peux pas prêter, et ce qu'on lui demandait de regarder en termes de conditions techniques. Et c'est pour ça qu'on a dit il faut qu'on arrive à se positionner en tiers de confiance. Donc on a mobilisé aussi les espaces info-énergie qui ont répondu pour essayer de faciliter la gestion des dossiers avec les banques. Pour autant, ça n'a pas suffi. Alors pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à mobiliser, pourquoi les particuliers qui ont des projets de rénovation, alors très souvent on voit que, alors il n'y a pas de statistiques encore très précises par rapport à nos échantillons, mais on voit qu'il y a quand même deux moments particuliers lorsque les propriétaires se mettent sur ces gros chantiers. Soit c'est au moment de l'acquisition d'un bien à rénover, donc souvent des primo-accédants, souvent des jeunes couples qui vont déjà solliciter un prêt parfois assez considérable pour acquérir ce bien. Soit ça va être des personnes qui ont fini de rembourser le prêt et qui arrivent proches de la retraite ou à la retraite et qui vont à nouveau passer un rafraîchissement important, rénovation de la maison et parfois réaménagement aussi intérieur. Et dans ces deux cas, on est très souvent limite des plafonds d'endettement. Et là, on avait beau aller au plus loin possible dans le dialogue et les échanges qu'on a pu avoir avec les établissements financiers, elles sont contraintes par des règles qui sont quand même très précises de taux d'endettement, le seuil des 33%, et il leur est impossible de prendre en compte le gain de liquidité que le particulier va avoir grâce à la réduction de sa facture d'énergie. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à quantifier, à sécuriser. Et évidemment, on va même dire impossible pour une banque d'avoir une sécurité totale là-dessus, à moins de rentrer dans des dispositifs qui du coup seront trop coûteux, de sécurisation, de mesures, de certification, de garantie de performance, etc., qui du coup, on gagne d'un côté, on le perd de l'autre en coût de cette ingénierie-là. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que c'est nous qui allons, parce qu'on met en place un dispositif très cadré, où on va forcément vers de la performance énergétique, qu'on fait forcément une rénovation complète, parce qu'on maîtrise ces paramètres, parce qu'on a travaillé sur la formation des artisans et leur travail en groupement, on va pouvoir garantir que oui, elles vont avoir un gain de trésorerie et qu'avec ce gain de trésorerie, elles vont être capables de rembourser le prêt. Mais ça, évidemment, c'est quelque chose de nouveau et un peu iconoclaste dans le paysage financier. Et donc, on a souhaité le tester et faire une première expérimentation de ce tiers financement. Alors c'est aussi quelque chose réglementairement permis depuis très peu de temps. Donc c'est pour ça aussi qu'on est dans un dialogue sur des points juridiques avec la CDC. C'est que le tiers financement pour les SEM est autorisé pour la rénovation énergétique depuis la loi de transition énergétique. Avant, c'était quelque chose qui était impossible puisqu'en France, il y a un monopole bancaire et donc accorder un prêt, c'est réservé aux établissements bancaires. Donc c'est pour ça qu'on est dans une dynamique qui est dans un montage de projet qui est complexe et qui est nouveau. Donc on essuie un peu les plâtres, mais on va y arriver, on sécurise tout ce parcours-là. Et du coup, pour aussi démontrer que c'est faisable et que ça tient la route, on a eu la chance de pouvoir compter sur un partenaire qui est Procivis Alsace, qui avait déjà la compétence et que certaines collectivités connaissent déjà, qui fait toujours aujourd'hui, de l'avance de subventions pour les publics modestes ou très modestes dans leurs projets de rénovation, alors que ce soit la rénovation énergétique ou des questions d'insalubrité. Mais donc, ils savent déjà s'adresser à des particuliers, leur prêter de l'argent et se rembourser en ajustant des cotisations, des remboursements, des mensualités de façon très fine et très personnalisée. Donc ce savoir-faire, ils l'ont développé depuis déjà pas mal d'années. Ils ont un encours de prêt de plus de 7 millions d'euros et ils n'ont aucune défaillance. Donc pour nous, c'est un partenaire qui nous a paru très intéressant et qui était lui aussi intéressé à développer son activité. Donc l'activité que l'on mène avec eux, on leur a mis à disposition une enveloppe de 500 000 euros de façon à expérimenter des prêts, mais cette fois pas seulement sur le public modeste et très modeste, qui continue d'accompagner de façon traditionnelle, mais sur tous les publics de propriétaires de maisons individuelles, à condition bien sûr qu'ils se rendent dans cette dynamique de rénovation complète. Parce qu'évidemment, on ne pourra garantir une forte baisse de facture que si le projet est cohérent et que la rénovation est bien complète. Donc voilà, donc c'est toute une dynamique qui se met en place à ce niveau-là. Et donc, suite à cette expérimentation,
qui donc pour l'instant est développé en Alsace. On voit actuellement la carte de toutes les plateformes qui sont de rénovation énergétique qui sont sur le Grand Est. On a évidemment des marques d'intérêt, d'autres plateformes qui se sont développées parallèlement en Lorraine, en Champagne-Ardenne, qui sont intéressées à venir se raccrocher à cette dynamique. Et pour elles, évidemment, il y a deux intérêts majeurs. Il y a un intérêt, bien sûr, c'est ce dont on vient de parler, d'avoir une offre financière complémentaire à ceux qui sont porteurs d'un projet de rénovation. Et l'autre avantage, c'est aussi que on a dès le départ imaginé notre dispositif pour s'autofinancer. Alors le service aujourd'hui est gratuit, mais il est bien prévu, une fois qu'il sera parfaitement calibré et qu'on génère suffisamment d'optimisation financière du projet, derrière de facturer, enfin en tout cas qu'il soit dans l'ingénierie financière totale, qui est une partie qui permette de financer le fonctionnement de ce dispositif-là. Et ce dispositif, du coup, permettra de pérenniser les plateformes parce qu'aujourd'hui, ces plateformes de la rénovation, elles n'ont aucune perspective au-delà des 3 ans de subvention initiale. Donc il y a ce double avantage, c'est d'offrir une offre financière et en même temps de permettre de pérenniser et de développer les plateformes locales de rénovation à long terme en prenant en charge les animateurs dans cette structure qui doit s'autofinancer. Donc elle doit ni générer des bénéfices extraordinaires, mais ni non plus être sous perfusion de subventions indéfiniment. Très bien. Bah, c'était, je pense, un aperçu assez précis de ce vers quoi on peut aller jusqu'à aujourd'hui, dans un contexte d'accompagnement financier et des perspectives à suivre qui sont encore, il y a une certaine inconnue sur qu'est-ce que ça peut donner, mais en tout cas, c'est la réflexion que vous avez aujourd'hui pour pérenniser le modèle et évidemment une réflexion clé. En tout cas, ça démarre. Il y a pas mal de groupements d'artisans. On a vu déjà sur le territoire alsacien combien il y a de groupements qui sont déjà en fonction. Et donc, on est dans un objectif d'atteindre les 90 groupements d'artisans pour accompagner donc, cette montée en puissance du nombre de projets. Et puis, les projets des particuliers, ça y est, les premières inaugurations sont arrivées et on a heureusement de nouveaux projets qui arrivent tous les jours. Et peut-être que certains ont vu, il se trouve que par hasard, cette semaine, il y a une campagne de publicité qui est justement dans les gares, dans les radios. Donc, certains qui ont pris le train ont peut-être vu des affiches Octave sur un quai de gare quelque part en Alsace. Merci beaucoup pour cette présentation succincte mais complète. Andreas Rudinger, vous avez travaillé il y a quelques années, 2-3 ans peut-être maintenant, sur une comparaison France-Allemagne de l'écosystème de la rénovation énergétique, donc qui incluait une analyse de ce que faisaient les institutions financières, Caisse des dépôts, KfW, mais plus globalement, en fait, l'environnement dans lequel elles peuvent intervenir financièrement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments un peu clés? Évidemment, on ne va pas préciser quel est le modèle KfW en 10 minutes, mais des éléments clés du modèle allemand et puis peut-être un peu des points d'interpellation que ça peut générer au niveau français. Et puis Patrick François, c'est ça, pourra réagir par rapport à ce que vous aurez présenté. Je vais essayer de faire ça rapidement. Donc bonjour à tous. Donc on avait effectivement réalisé à l'IDRI une étude en 2013 dans le cadre du débat national transition énergétique qui portait justement sur les cadres, les politiques de rénovation énergétique en France et en Allemagne. Et évidemment, on a parlé financement, mais pas uniquement, parce qu'il faut, et ça a été dit aussi, il y a l'ingénierie financière, mais elle s'intègre dans quelque chose de plus large. Donc moi, je voulais juste rappeler un peu le contexte général dans lequel on est. Yannick l'a rapidement évoqué tout à l'heure. Moi, je l'ai appelé les objectifs Mars. Je pense que l'acronyme est assez bien choisi parce que c'est un peu... on pourrait dire que l'objectif des 500 000 rénovations, à la base, c'était aller chercher la Lune. C'était très, très ambitieux. S'orienter vers 500 000 rénovations BBC, bâtiments basse consommation par an, là, on va très loin. Donc c'est un objectif très fort. Donc il y a l'enjeu de la massification, évidemment. Il y a l'enjeu de l'approfondissement, donc de la qualité, de la performance globale des rénovations. Et moi, je voulais rajouter 2 points qui me semblent clés. Rassurer. Donc c'est la question du risque, de la confiance qui a été évoquée. Comment est-ce qu'on déclenche l'action des ménages en particulier? Comment est-ce qu'on les rassure? Comment est-ce qu'on porte et qu'on intermédie le risque? Parce que la question du risque, évidemment, dans l'ingénierie financière est clé. Et le dernier point important, qui là aussi a trait à l'ingénierie financière, mais pas uniquement, qui concerne aussi bien la réglementation, c'est la question de la simplification. Aujourd'hui, on a énormément d'outils, certains ont été évoqués,
Et c'est un peu la jungle. Pour s'y retrouver, pour les professionnels, pour les particuliers, on a du mal à voir clair là-dedans. Donc, maintenant, si on garde ces 4 points-là en tête, on va essayer de voir ce qui se passe en Allemagne et ce que ça peut nous fournir comme inspiration. Donc, la rénovation énergétique en Allemagne, elle est essentiellement gérée par un établissement public qui s'appelle la KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, donc qui est en fait la banque de reconstruction allemande qui a été créée dans l'après-guerre pour gérer les aides du plan Marshall. C'est devenu un très grand établissement avec un bilan de 500 milliards d'euros aujourd'hui et qui s'appuie notamment sur un mécanisme de financement très puissant qui lui permet d'engager 80 milliards d'euros de prêts par an pour l'économie allemande. En Allemagne, mais aussi à l'export. Sur ces 80 milliards d'euros par an, il y en a à peu près 30 à 40 milliards d'euros qui vont dans le développement durable, donc dans tout ce qui est efficacité énergétique, énergie renouvelable, etc. Alors, qu'est-ce qui est innovant dans ce mécanisme de financement? En fait, c'est que la KfW va essentiellement injecter des capitaux à partir des marchés internationaux, à partir du marché obligataire, donc elle a accès au grand marché financier, et elle le fait grâce à une garantie qui lui est octroyée de l'État fédéral allemand. Donc, en théorie, elle ne peut pas être insolvable. En fait, elle est assurée à 100% par l'État allemand, ce qui lui permet d'engager, afin de trouver de l'argent au même taux que les obligations de l'État allemand, que les banques du Trésor. Donc, aujourd'hui, ça se passe à des taux nuls. Il y a quelques ans, c'était à des taux négatifs. Donc, elle arrive à toucher de l'argent très peu cher et de le toucher massivement. Donc, au niveau de la rénovation énergétique, ce qui est intéressant derrière, c'est la construction de l'outil dans sa dimension financière et au-delà. Donc, il y a un concept très important là-dedans, c'est l'exigence de résultat. La KfW, aujourd'hui, finance des rénovations à la fois par le prêt et par des subventions. Et elle le fait généralement sur une logique de résultat en performance globale. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des labels qui correspondent au BBC, quelque part. Donc, ils appellent ça les standards de maison efficace KfW. Et c'est là-dessus qu'ils s'appuient pour fournir les aides. Comment est-ce que ça marche? Parce que quand on est sur la performance globale, c'est plus dur à vérifier en fait qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'on n'a pas une exigence, on ne va pas dire il faut mettre tant de centimètres d'isolation pour être financé, ou tel type de chaudière avec tel coefficient d'efficacité. Donc en fait, le système est basé sur des experts thermiciens qui interviennent à la fois avant les travaux, donc pour vérifier que le projet de travaux est en conformité avec les exigences techniques et qu'il permettra d'atteindre le niveau de performance visé, et surtout qui interviennent après les travaux pour approuver la bonne réalisation des travaux, et donc vérifier qu'on a bien fait ce qu'il fallait faire et qu'on a les économies d'énergie derrière. Pourquoi est-ce que c'est important? Ça a été évoqué tout à l'heure, parce qu'en France, on a eu un grand problème avec l'éco-prêt à taux zéro, c'est qu'on demandait aux banques de faire les deux, de faire à la fois l'ingénierie financière, ce qu'elles savent faire, et de vérifier la conformité technique des travaux, ce qu'elles ne savent pas faire, ce qu'elles ne veulent pas faire. Donc le rôle des experts thermiciens en Allemagne, il est clé. Ce qu'il faut dire là-dessus, parce que généralement un argument qu'on entend souvent en France, c'est « Ah oui, c'est très bien, ça fait sens, mais ces experts thermiciens, on ne les a pas. » En Allemagne non plus, on ne les avait pas. Sauf que le jour où la KfW, en 2009, a décidé d'aller vers ces systèmes d'exigence de résultats de performance globale, elle a mis en place avec le ministère une charte, un cahier des charges pour les formations des experts thermiciens. Voilà ce qu'il faut faire pour accéder à ces statuts. Et ils ont créé un marché. Parce que d'un coup, pour accéder aux aides, il fallait passer par là. Il fallait passer par un expert thermicien. Et en l'espace de 2 ans, ils ont eu un réseau de plus de 6000 experts thermiciens sur le territoire allemand qui couvrent ces opérations-là. Voilà. Deuxième point important là-dedans, faire plus. C'est la question de la progressivité des aides. Le système de la KfW est basé sur l'incitation à pousser les gens à aller plus loin dans les travaux, donc aller chercher le maximum de performances qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'on reçoit de plus en plus de subventions en fonction du niveau de performance qu'on veut atteindre. Il y a un niveau minimum qui est à peu près équivalent au BBC Rénovation en France, mais on peut aller en rénovation jusqu'à la maison passive, où là, on peut toucher jusqu'à 30 000 euros de subventions, en plus d'un prêt qui avant était de 70 000 euros, qui maintenant est passé à 100 000 euros par ménage. On peut passer jusqu'à 100 000 euros de prêt, plus en théorie 20 à 30 000 euros de subventions, le tout dans l'idée de toujours faire plus. Troisième point important, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la question de la simplification.
Ce qui rend le système de la KfW intéressant, c'est qu'en fait, l'acteur centralise un peu tout le mécanisme. Il gère le financement en amont, donc ce que je disais tout à l'heure, le financement sur le marché obligataire, il gère les subventions et il gère un peu la cohérence globale du programme, c'est-à-dire qu'il donne à la fois les subventions et les prêts, ce qui n'est pas le cas en France, où on passe par le crédit d'impôt, donc les impôts pour la subvention, et de l'autre côté par les banques pour l'éco-prêt à taux zéro, parfois par les régions pour d'autres types d'aides. Donc on a affaire à beaucoup de guichets différents, et là on est bien sur le principe d'un guichet unique. Il y a une deuxième dimension de simplification qui me paraît très très importante et pas assez évoquée, c'est la question de la réglementation thermique. On a un gros souci en France aujourd'hui sur le fait qu'on a une réglementation thermique pour le neuf qui est très ambitieuse, qui en même temps est complètement différente à la fois dans sa logique et dans ses exigences techniques de la réglementation thermique pour l'existant, qui est elle-même divisée dans une composante rénovation globale et une composante rénovation élément par élément. Les professionnels ne s'y retrouvent plus, les banques ne s'y retrouvent plus et les particuliers encore moins. Comment ça se passe en Allemagne? En fait, ils ont un référentiel, un seul. C'est la RT pour le neuf, qui a une approche un peu différente de la RT 2012, mais je n'ai pas développé là. Et le truc qui est intéressant, c'est que tous les standards de maison efficace KfW que j'ai évoqués tout à l'heure, ils se basent sur la RT pour le neuf et sur une valeur en pourcentage. C'est-à-dire il y a la maison KfW 115, c'est-à-dire que 115% des besoins énergétiques d'un bâtiment neuf. Il y a la maison 100, 100% des besoins, il y a la 80, il y a la 70, on va jusqu'à la 40. Tout est basé sur la réglementation thermique pour le neuf, y compris quand on fait des actions simples. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas de faire une rénovation globale, mais qu'on fait qu'une seule opération, changement de chaudière, isolation des murs, etc. Là aussi, pour éviter de tuer le gisement, donc de ne pas aller assez loin, en fait, l'exigence technique qui s'applique, c'est celle pour le neuf. Si on fait uniquement les fenêtres, il faut mettre des fenêtres qui sont conformes à l'exigence pour le neuf. Donc ça, en termes de simplification, ça me paraît clé. Et juste un dernier commentaire là-dessus, la KfW a également autorisé l'autoréalisation des travaux. Les gens peuvent eux-mêmes faire les travaux, à condition, là encore, de passer par un expert thermicien qui évalue la bonne réalisation des travaux. Donc, quelques éléments de conclusion sur tout ça. Pour conclure là-dessus, donc moi, l'idée que j'aurais envie de pousser, de débattre, c'est que moi, je pense que les programmes comme Octave sont très très intéressants parce qu'ils ont beaucoup d'avantages aussi. Ça a été évoqué, de la dimension de confiance, la proximité, le fait de ne pas uniquement se concentrer sur l'ingénierie financière, mais aussi sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc tout le montage technique, simplifier et faire fonction de guichet unique. Et la question qui se pose en France aujourd'hui, c'est comment financer tout ça? Quelle ingénierie financière on met derrière? Donc ma proposition, c'est de combiner les atouts des deux modèles et d'aller vers quelque chose où on a à la fois les atouts d'un grand mécanisme financier type KfW avec cette cohérence globale des aides et de la réglementation, et derrière des institutions locales qui sont capables de déployer ça sur le terrain. Et je finis en disant qu'on était déjà arrivé à ce point parce que dans la synthèse du débat national sur la transition énergétique de 2013, il y a écrit, et ça faisait consensus, il faut se doter d'une KfW à la française. Mais on en est resté là, on n'est pas allé plus loin. Merci. Évidemment, le temps file à une vitesse dramatique, mais néanmoins, Monsieur François, KfW à la française, en quelques mots, qu'est-ce que ça vous inspire et peut-être quelques éléments éventuellement de différenciation qui pourraient justifier des positionnements différents ou en termes d'évolution, comment vous sentez les choses? Oui, KfW à la française, ce sont deux institutions dont on peut dire qu'elles sont presque sœurs. L'histoire est différente, mais nous avons des relations considérables avec la KfW. C'est notre principal partenaire financier en Europe. On les connaît très bien, on débat en permanence, mais nous avons affaire à des terreaux qui sont différents. Et la Caisse s'est engagée lourdement, mais avec un souci de sécurité, en commençant déjà par travailler les grands chiffres et les grands comptes avec des institutions qui sont en face d'elle, c'est-à-dire le mouvement du logement social. Donc c'est là qu'on a mis le paquet, parce que là, on savait faire,
le droit, la législation ne nous permettait pas jusqu'ici de faire des montages comme celui qu'Andreas appelle de ses voeux via des outils comme l'outil régional. Nous y adhérons complètement. Nous voulons y aller. Il faut qu'on règle encore juridiquement tout cela. J'ai été directeur de l'Île-de-France et j'ai poussé le projet de création de la SEM énergie positive. J'aurais bien voulu voir se développer et ce projet public sur lequel que nous avons développé et le projet privé, c'est-à-dire apporter des capacités de traitement face aux copropriétés privées dégradées en particulier. Dans la région parisienne, vous imaginez ce que c'est, avec son lot de précarité, bien sûr. Nous n'y sommes pas parvenus pour l'instant. J'ai été directeur de Rhône-Alpes et par conséquent, je connais bien le sujet d'OSE. J'ai pris quelques responsabilités pour pousser le projet OSE également. Je pense qu'avec la pratique de terrain, le projet très raisonnable qui a été construit et le temps qui a été passé déjà par la région Alsace, la région Alsace, nous avons là un bon terrain de dialogue et vraiment mon engagement politique personnel de directeur régional, c'est de pousser la Caisse des dépôts à entrer dans un projet comme Octave et donc à nous rapprocher de ce que fait très excellemment bien aujourd'hui KfW sur le terrain allemand. Finalement, vous êtes passé un peu partout là où il se passe des choses en région, en lien avec les régions. Plutôt bon signe pour le Grand Est. Si vous pouviez, être un exemple aussi pour l'ensemble de l'organisation à titre... C'est regardé. C'est regardé au niveau national. Ouais. Formidable. Bruno Flochon, en conclusion, quelques mots. La simplification à l'allemande, vous en rêvez, vous qui travaillez sur l'articulation? En fait, on travaille dessus. C'est vrai que c'est un peu le maître mot d'avoir expérimenté nos différents dispositifs avec différents partenaires, d'avoir vu aussi ce qui se passait ailleurs. Alors, on a vu énergie positive, mais qui est plus pour les copropriétés. Nous, on y viendra dans un second temps. D'avoir vu ce qui se passe en Picardie avec la régie, dans les Hauts-de-France, il y a le Poitou-Charentes. Enfin, il y a beaucoup d'expériences qui nous inspirent et on fait partie de cette dynamique, notamment grâce au collectif Effinergie qui nous donne un lieu d'échange et de partage très important en France. Mais c'est vrai que par rapport à ce que disait M. Redinger, il y a vraiment une importance de faciliter le passage à l'acte pour le particulier et d'avoir des réponses simples, à la fois sur les aides. C'est vrai que si on veut monter un dossier d'aide, là où il faut un quart d'heure en Allemagne, il faut 2 jours en France. Si on veut être sûr de n'en manquer aucune, tellement il y en a à différents niveaux. Et ça, le particulier, il n'a pas les moyens, c'est 1 ou 2 projets dans toute sa vie, de comprendre, de connaître et de maîtriser ça. Donc très souvent, il est freiné là-dessus. Donc là, avec Octave, c'est au niveau de la plateforme qu'on veut que ce service soit rendu pour qu'il n'ait pas à se charger de cette question-là. Et puis l'autre simplification, c'est aussi d'avoir des solutions simples, qu'on ne réinvente pas la roue à chaque projet de rénovation au niveau technique. Il y a des typologies, il y a des points clés à prendre en compte en rénovation, que ce soit sur les questions d'étanchéité à l'air, de ventilation ou de perméabilité à la vapeur d'eau des parois. Ça, c'est vraiment des points essentiels. Pour le reste, les solutions, il n'y a pas besoin de se reposer la question à chaque fois. On a des solutions techniques de référence qui permettent d'aller vite et d'économiser du temps d'ingénierie. Le but est de simplifier aussi pour les artisans la façon de travailler et de se coordonner entre eux. Mais c'est nous qui avons la complexité derrière, à essayer de bien articuler ça, de faire du montage financier et d'avoir un bon équilibrage entre ce qui est fait au niveau local. Et là, les collectivités sont essentielles pour le portage des plateformes et on voit qu'elles sont vraiment très volontaires pour l'animation locale et le démarrage de la mécanique. Et ce qui doit être fait en centrale, parce que c'est là, à ce niveau-là, qu'on peut lever des fonds, qu'on peut discuter avec des partenaires, que sont la CDC, que sont la Banque européenne d'investissement. Et là, on parle de dizaines de millions d'euros si on veut arriver à être suffisamment musclé pour faire suffisamment de prêts. Les volontés sont là, il n'y a plus qu'à. J'en conclus. Peut-être un point, je m'étais engagé à prendre les questions. Alors une question très concrète. La deuxième question sur si les particuliers font eux-mêmes l'autorénovation, c'est une question qu'on a assez longuement abordée hier en atelier. Alors, pour aussi respecter le timing, je vous enverrai vers le compte-rendu de cet atelier-là, parce que c'est une question extrêmement complexe et lourde. Question assez concrète. En Allemagne, si jamais la garantie de performance n'y est pas, je ne sais pas si vous savez nous dire ça, que se passe-t-il par rapport aux aides? En gros, il y a un processus qui est enclenché par la KfW, donc c'est notifié, et on a le droit de corriger le tir. Donc en fait, c'est le paiement de la subvention est mis en suspens.
Et du coup, on réenclenche le même processus, donc amélioration des travaux, nouvelle vérification, et ensuite on décide. Ok. Sachant qu'on peut aussi, si vraiment pour des raisons X, c'est pas possible d'atteindre le niveau qu'on avait initialement visé, notamment quand il est très très ambitieux, on peut aussi notifier qu'on change de gamme, on va un niveau en dessous, et dans quel cas, évidemment, toutes les aides sont réadaptées, c'est-à-dire qu'on va toucher moins de subventions, mais le prêt est le même. Donc ça... Ok, merci. Alors, sur celui-là, alors allez-y. En 2 mots. Hein. En 2 mots, la caisse. Arrêtez de provoquer nos intervenants. Oui, si vous me provoquez, là, je veux bien vous. Une conférence sur ce que fait la Caisse des dépôts, c'est des centaines de milliards au bilan chaque année. Donc ça n'est pas. Ah, vous n'avez pas de chanson. Ce n'est pas que les 15 milliards que j'ai évoqués. Efficient. Par exemple, ici en Alsace, on a développé pour 52 millions d'euros un projet industriel de production d'énergie renouvelable avec la géothermie. Ça, je n'ai pas compté dans les 15 milliards. C'est toute l'activité Voilà. investisseur que vous avez. L'activité investisseur est le niveau que les 80 milliards qui sont évoqués. Voilà. Oui. Ah, c'est terrible, ça va déraper. Non, parce que les 80 milliards, enfin je le disais tout à l'heure, il y a 34 à 40 milliards d'euros qui sont vraiment sur les projets de développement durable. La KfW intervient massivement dans les énergies renouvelables. Il y a exactement le même programme avec des taux très très bas, 0,1% pour les prêts pour les collectivités et 2% pour les entreprises à peu près. Elle est intervenue sur à peu près les 3/4 des projets d'énergie renouvelable, que ce soit du petit photovoltaïque, de l'éolien, etc. Et c'est là aussi, c'est très intéressant parce qu'on est sur des projets très intenses en capital. Donc voilà, je pense qu'on peut dépasser le seul cas de la rénovation. Merci, ça progresse bien. On peut encore aller plus loin. Merci beaucoup à vous trois pour cette intervention.